et l'Espagne depuis 1939, la fin de la guerre civile. Donc, par exemple, toi c'était quoi à ce moment-là ton activité? D'aller passer des pompes Cartman, tu sais, pour l'avortement. Ah oui, pour l'avortement. Alors que l'avortement était... tu pouvais avoir 20 ans de prison en 75. Ben, on y allait avec des copains de Montpellier, un Toubib et tout ça, et puis on allait le Toubib allait apprendre aux autres. C'est pas marqué dans le bouquin de Lucio, mais non, si tu veux, chacun avait sa petite histoire, tu vois. Tiens, tu vois, texte d'un groupe ayant participé au Gary. Je peux t'en passer, hein, si tu veux. Tiens, c'est celui-là, Gangster révolutionnaire. Voilà. Mais attends, change. Cette maison isolée dans un cadre bucolique et paisible a été le théâtre d'un événement marquant des années 80. Rappelez-vous, nous sommes à Vitry-aux-Loges en Sologne, le 21 février 1987. Voici la ferme où Jean-Marc Rouillant et Nathalie Ménigon, les deux chefs historiques d'Action Directe, ainsi que Joël Aubron et Georges Cipriani, ont été arrêtés hier soir. En décembre 2001, Jacques n'était pas mécontent que la télévision s'intéressât à nouveau au groupe Action Directe qui avait fait parler de lui dans les années 80. Des années d'instruction, des mètres cubes de dossiers, une série de procès vont aboutir au début des années 90 à la condamnation à perpétuité des 4 têtes pensantes d'Action Directe. Jean-Marc Rouillant, 38 ans, anarchiste toulousain, fils de professeur, militant antifranquiste, le fondateur d'Action Directe. Nathalie Ménigon, sa compagne, puis épouse, 32 ans, parisienne, issue d'un milieu modeste mais élevée dans des écoles privées, elle a débuté sa carrière militante comme syndicaliste dans la banque où elle travaillait. Depuis leur procès, les 4 d'Action Directe sont oubliés dans les prisons de la République. Ils font de temps en temps parler d'eux à l'occasion de grèves de la faim pour dénoncer le système carcéral. Jacques n'avait jamais abandonné ses anciens amis et militait pour leur libération. Avec Annie, il avait connu Jean-Marc Rouillant avant la création d'Action Directe. Ils l'ont filmé dans la cellule. Le système voudrait me faire entrer de force dans une case de détenu normale, qui n'est pas ma nature. Ils ont décidé qu'il n'y avait plus de prisonniers politiques, mais c'est une décision abstraite. Quelle que soit la détention dans laquelle je serai placé, je reste un détenu politique. En 2001, Jean-Marc Rouillant se dit toujours communiste révolutionnaire. Son vocabulaire, sa dialectique nous rappelle une période déjà lointaine, celle de mai 68 et des années qui ont suivi. D'où viennent donc ces 4 militants d'Action Directe? En mai 68 à Toulouse, foyer de la lutte contre le franquisme, un jeune lycéen de 16 ans, amateur de pop musique, fils d'enseignant plutôt de gauche, saute à pieds joints dans le combat révolutionnaire. Jean-Marc Rouillant, futur idéologue d'Action Directe. Il allait à la Bourse du Travail, faisait connaissance avec d'anciens combattants de la guerre civile espagnole. Ensuite, il a fait connaissance avec des étudiants espagnols et il est parti avec eux en Espagne, à Barcelone, où il était semi-clandestin. Lorsque Puig, son meilleur ami, presque son frère, s'est fait arrêter et a été garrotté. Puig, militant du MIL, tombé dans une souricière tendue par la garde civile à Barcelone, est condamné pour le meurtre d'un policier. Il est garrotté le 2 mars 1974. Pour venger leurs camarades, Français et Espagnols créent les GARI, groupe d'action révolutionnaire internationaliste. Ils agissent des 2 côtés de la frontière. Andrés Mira, qui tient aujourd'hui une pension de famille à Barcelone, a été avec Jean-Marc Rouillant l'un des premiers militants des GARI. Jean-Marc Rouillant, qui partage alors sa vie entre Toulouse et l'Espagne, vit avec une militante des GARI. Elle préfère elle aussi garder l'anonymat. Hélène. On ne voulait pas de blessés, enfin, c'était encore du matériel. Il y a eu des pylônes qui ont explosé. Surtout avec son accent, on la reconnaît. Les pylônes qui envoyaient donc du courant français sur l'Espagne. Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque?
bien sûr des idéaux. Je pense que c'était aussi un héritage de la résistance française, de la résistance espagnole à Toulouse. Un jeu de gendarmes et voleurs également, enfin, moi, je peux parler au moins pour moi. Et vous revendiquiez de quoi? De l'anarchie. Novembre 1975. Le général Franco meurt, mettant fin à près d'un demi-siècle de dictature. 1er mai 1979, première apparition du sigle Action Directe. La cible est chargée de symboles. C'est le siège du CNPF, le patronat français, qui est mitraillé. 11 attentats vont suivre en un an, du ministère de la Coopération à celui des Transports, en passant par l'école militaire. Explosions ou mitraillage de façade ne font que des dégâts matériels. D'autres rejoignent Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillant. C'est le cas de Jean Alphen. Fils de résistant, petit-fils d'anarchiste italien, il a 25 ans et déjà un long passé de militant à la gauche prolétarienne, puis dans les mouvements libertaires. Ce qui était important, c'était d'agir, montrer qu'il était possible de se battre. Je crois que ça, c'était vraiment le grand leitmotiv de notre action de ces années-là. Donc, pas combattre pour combattre. C'était pas de l'antagonisme pour l'antagonisme. C'était montrer à tous ceux qui vivaient l'oppression qu'on pouvait s'organiser. Je crois que ça, ça a été le grand but de l'émergence d'Action Directe dans ces années 80. Et aller prendre d'argent dans les banques, c'était normal, quoi. C'était... Je repense à cette phrase de Brecht qui disait « Qu'est-ce qui est le plus moral, créer une banque ou l'attaquer ?» La réponse est dans la question. Il faut en faire pour financer de temps en temps les structures, avoir des planques, s'il y a des clandestins, pouvoir assurer, enfin des clandestins, je veux dire des gens recherchés, pouvoir assurer, mais c'est pas pour sortir du salariat qu'on s'engage dans la lutte armée, quoi. Bon, il y en a certains qui ont du ressentiment, c'est sûr. Et puis ce guignol, avec sa cagoule. Non mais tu te crois en Corse? Avec voix déformée. Il est peut-être au ministère de l'Intérieur ou président du syndicat de la magistrature. Non mais faut pas déconner quand même. Un mec qui se met une cagoule pour des trucs qui ont eu lieu il y a plus de 20 ans, il a oublié que c'est amnistié ça. Hein? Il y en a des marrants, il y en a des chouettes. Et là, j'ai réuni tous, tu vois, avec tous leurs dessins à eux. On a refait l'histoire. Annie, la compagne de Jacques, était institutrice et on avait du mal à imaginer qu'elle soit allée en prison. On l'avait accusée d'avoir participé à un des plus gros braquages commis en France, celui de Condé-sur-Lescaut. Et t'es resté institut en région parisienne jusqu'à ton procès? Ouais. Enfin, non, jusqu'à mon arrestation. Jusqu'à ton arrestation, ouais. Bah oui, ils m'ont arrêté un soir, un vendredi soir. Et... alors là, bon, mais j'ai repris mes fonctions. Ils m'ont arrêté. Je suis allée en prison. J'ai eu du soutien de la part de tous mes collègues, vraiment, de l'inspectrice de l'académie de l'époque, mais vraiment un soutien sur lequel je comptais même pas, tu vois, et même de certains parents d'élèves. Enfin, j'ai eu des courriers et tout, bon, tu vois, ça a fait du bien. Ils m'ont gardé mon poste quand je suis ressortie en février. Ouais, 6 mois. Hein. Non, au début de 2 mois. 2 mois. Et quand je suis sortie, j'ai repris mes fonctions. Enfin, tu vois, avec le délire des journaux, tu te dis, bon, tu vois, c'est... Eh ben, j'ai repris mes fonctions. Mais toi, dans ta famille, il n'y avait aucune tradition militante ou...